Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 3 de l'année 2024. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Moi, tout va bien. J'ai un petit peu tricoté, un petit peu designé, un petit peu lu. Ça a été assez dense au travail, donc j'ai eu assez peu de temps. Mais il y a plein de choses que je vais avoir le plaisir de vous montrer parce que je vous ai quand même préparé une petite sélection de nouveautés et d'éléments. Donc ceci est donc mon podcast numéro 3 de l'année 2024. Je vais vous présenter des projets finis. Alors j'en ai pas des tout récents, mais j'en ai certains que j'avais terminé il y a un certain temps, que je ne vous avais pas présenté, parce que je vous présente pas toujours tout, et je vais vous les montrer, je vais vous les sortir. Ça va nous permettre de parler, d'axer notre moment ensemble sur du tricot masculin, parce que là je vais vous montrer des choses plutôt masculines, d'une part. D'autre part, je vais vous montrer mes encours. Je vais vous en montrer 3. Il y en a d'autres, je vais pas les sortir plus que ça parce qu'ils ont pas tellement avancé. On va faire une petite rétrospective aussi dans une troisième partie dans laquelle je vais vous parler du cal, parce que cet été en juillet je fais un cal comme tous les ans, et on va revenir un petit peu sur les anciens cals, Je vais vous montrer des petites choses. J'ai pas tout, mais j'en ai un petit peu quand même. Et puis, parce que j'ai offert des choses, voilà. Et dans une dernière partie, si vous le voulez bien, donc restez bien jusqu'au bout si ça vous intéresse, on va parler d'une petite sélection de lecture, parce que je lis quand je peux, quand j'ai un peu de temps, je lis. Alors pas assez vite, pas assez, voilà. On va parler de ça, on va parler de ça. On va parler de ça. Et puis j'ai encore d'autres livres à vous montrer. Je m'excuse. À vous montrer sur voilà, des sujets qui m'intéressent. Il y a de la variété, parce que Béa n'aime pas que le tricot. Elle s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire, aux faits de société, voilà. Et donc c'est avec plaisir que je vais vous en parler, et je vais amener ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Donc dans un premier temps, on va parler de projets finis. Donc sans plus attente, on commence. Prenez votre tasse. Oui, alors je ne suis pas dans mon moment spécialement histoire, mais il se trouve qu'à côté de chez moi j'ai un site archéologique mérovingien. J'habite en Île-de-France, voilà. Et tous les ans à peu près, ils organisent des journées de l'INRAP, et tous les ans, avec ma choupette qui veut être archéologue ou architecte, et on va voir les trucs sur les mérovingiens. Et l'année dernière, elle m'a fait acheter une tasse, vous voyez, une tasse ADN, archéologie des nécropoles, avec les analyses génétiques qu'on fait sur les squelettes qu'on retrouve, et qui nous permettent de savoir plein de choses sur les populations qui vivaient ici vers 600 après JC. Donc c'est aussi l'occasion, voilà, de prendre le café avec un moment un petit peu dédié à la culture, et qui nous fait réfléchir à l'humanité et à son passage sur Terre. Allez, changement de sujet, tricot. Donc, projet fini. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Celui-ci, c'est pas nouveau, hein. Je l'ai sorti, vous l'avez dû vous le montrer la dernière fois, je vous le remonte. C'est le Harper.
Je l'ai créé et je l'ai posté gratuitement sur Ravelry en pull et en gilet. Donc ça, moi je m'étais fait le gilet parce que j'avais bien besoin d'un cardigan. Vous voyez, le point il est assez sympa. Ah, c'est super, vous voyez. Le point est assez sympa. Il a un effet un petit peu ousillé, un petit peu vannerie que j'aime beaucoup personnellement. Donc je l'ai mis sur Ravelry. Et là, j'ai été vraiment choquée, surprise. Il a eu un succès fou. Je crois que j'ai été dans les tendances Ravelry, quelque chose comme 2e ou 3e à un moment. Il a été téléchargé énormément. Alors, je suis d'autant plus surprise parce que, comme vous l'avez vu, j'ai eu une longue pause d'arrêt sur YouTube. J'ai retiré beaucoup d'anciennes vidéos parce que je veux passer à une autre méthodologie de tricot qui va être uniquement gratuite, uniquement dans l'échange et vraiment voilà. Donc je pense que de ce fait YouTube me pénalise pour mon silence et donc du coup mes 2 précédents podcasts de la nouvelle vague ne font pas trop de vues. Bon, ce n'est pas grave, mais j'ai été étonnée de voir qu'il avait été téléchargé 500 fois chaque jour, les 3 premiers jours, avec énormément de remerciements d'anglo-saxonnes. Donc je pense que même si là je suis un petit peu tombée dans l'oubli au niveau de la population française, puis bon, il y a aussi beaucoup d'autres podcasts par ailleurs, on est nombreux à tourner et bien j'ai touché un gros public anglo-saxon. Et comme Ravelry ne donne pas toutes les statistiques, je ne sais pas par quel biais. Donc j'en suis vraiment enchantée. Voilà. Sachez qu'il y aura toujours des modèles gratuits sur mon compte Ravelry. Que vous pouvez télécharger en français, en anglais et ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît et que je touche aussi un public anglo-saxon. Par ailleurs, ceux qui l'ont vu ont pu constater, j'ai mis des articles qui parlent du mouvement Dark Academia dedans parce qu'il est d'inspiration Dark Academia, hein. C'est un peu le monde de je vais vous dire le monde des vieilles universités américaines, anglo-saxonnes, la gentry et tout ce monde-là. Donc j'aime vous mettre des articles qui parlent des sujets qui sont dans le prolongement, instigateurs, apparentés au monde du tricot tel que je l'ai imaginé dans ma tête avant de vous le présenter, avant de vous le mettre sur Ravelry. Donc voilà. Si vous avez envie d'un gilet ou d'un pull assez classique avec une texture, foncez. Harper est en toutes les tailles, homme, femme, il est là pour vous, il vous attend et il a un joli motif. Voilà. Cet été, donc comme je vous disais, on va ressortir aussi un cal. Donc cette fois-ci, ça va être un pull autour du merveilleux, avec pareil du storytelling, des choses que je vous raconte autour de l'univers fantastique. Là, l'inspiration m'était venue en regardant un podcast de Nota Bene, donc je ne sais pas si vous le connaissez, Nota Bene, c'est un vulgarisateur historique. C'est une chaîne avec énormément de vues, hein, énormément d'abonnés. Il a monté sa boîte, c'est son boulot à plein temps, il fait de l'angle-là. Il y a énormément de partenariats avec des musées, avec des recherches, avec des événements culturels autour de l'histoire. Divers et variés, ça touche à tout. Et il avait fait une interview dans laquelle il avait invité une
non pas une historienne, une professeure de littérature qui parle de littérature fantastique et merveilleuse à Paris-Est, de mémoire, Paris-Est. Donc j'avais écouté cette interview qui devait durer 1h30, 2h, et j'avais vraiment trouvé ça très intéressant, ça m'avait inspiré, ça m'avait donné des clés de lecture aussi pour comprendre la méthodologie de la littérature science-fiction, fantasy et autres. Voilà. Et donc du coup, je vous recommande, si vous avez 1h30, 2h et un moment pour écouter quelque chose d'intéressant, d'aller voir une interview avec de Nota Bene. Dites-moi en dessous, parlez-en en barre d'infos s'ils sont des choses qui vous intéressent, dont on peut parler. Pareil, là on va parler un petit peu de lecture en dernière partie. Si ce sont des choses qui vous intéressent, si ce sont des éléments à développer. De toute façon, il y aura un prompt, un script en dessous, donc vous saurez en barre d'infos en bas où aller regarder si vous voulez dropper des passages. Mais si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous plaît aussi. J'aime vraiment avoir des retours. C'est ce qui me motive le plus, on est autour du partage dans une gratuité intégrale. Donc je fais ça par passion, sur mon temps libre, parce que j'ai envie de parler de ces sujets, j'ai envie de les diffuser. Donc le retour au moins me fait toujours très très plaisir, et je trouve que c'est important. C'est important de s'ouvrir peut-être un petit peu parfois à d'autres sujets qu'on ne connaît pas forcément. Et l'occasion d'un podcast tricot par exemple, ça peut être le moment d'élargir sur un sujet un petit peu différent. Donc on parlera pas de mécanique quantique, mais on parlera d'autres sujets d'actu et d'autres sujets historiques. Donc voilà. Continuons sur les projets finis. Alors là, celui-là, je pourrais vous le publier. Je ne crois pas l'avoir publié, il faudra que je vérifie. C'est un pull que j'ai créé pour mon fils. Donc, je vous en avais parlé, j'en suis sûre. Je ne crois pas vous l'avoir montré fini, je ne crois pas l'avoir publié. Et il a été porté cet hiver. Bon, là, il ne le porte plus, on est en mai, il fait beau. Mais voilà, donc comme ça, en plus, ça vous fera un test boulochage grandeur nature autour de la laine Alaska de Drops que j'avais en stage. J'en avais quelques pelotes, donc voilà, j'ai créé ça pour mon fils. Alors, bon, vous voyez que sa boule à chouille est un tout petit chouille. Il a jamais été rasé, bon, je le ferai peut-être. Voilà. Ce sont des mailles glissées, tout simplement. Ce sont des mailles glissées avec une petite texture et puis de la couleur. Un bas qui rappelle, et je l'ai fait en Alaska, donc voilà. Il est un peu large pour mon fiston, qui est super long, mais c'est pas franchement un souci. Il le mettra peut-être plus longtemps comme ça, donc voilà. Ce modèle s'inspire, c'est le Active Sweater de mémoire. Ce modèle s'inspire de l'univers du métro berlinois. Voilà. Et donc là, on est en plein dans l'art moderne, dans l'architecture moderne, et dans tout ce qui va avec, en termes d'imagerie. Il faut absolument que je vous le publie si c'est pas le cas. Il faut absolument que je vous le publie. Surtout que j'avoue que le nombre de téléchargements du Harper m'a boosté. Des fois, quand je me vois en train de publier, et puis c'est long à faire, il faut refaire une relecture à chaque fois, relire tout, regarder les mises en page, toutes ces choses-là, refaire une dernière lecture à froid pour choper s'il y a une faute d'orthographe ou quoi que ce soit. En tout cas, essayer d'être le plus perfectionniste possible, et de voir les téléchargements du Harper, ça m'a vraiment ça m'a enchanté quoi. Merci à vous, et j'espère avoir poussé plein de mes petits modèles sur les réseaux sociaux.
Donc, ça c'est de la Alaska. Les inserts, de mémoire, c'était un petit peu de Holzgarn que j'avais en triple. Pour avoir un échantillon bon gros worsted, bien costaud, bien redouillet. Et ben mon fiston est heureux avec ça, donc ben moi aussi je suis heureuse. Voilà. Et j'espère faire des heureux aussi en vous le publiant. Un autre projet fini, je crois pas que je vous l'avais montré, mais j'avais dû vous en parler. Alors, dans l'idée, je dirais pas récupération, mais un petit peu quand même, dans l'idée upcycling, dans l'idée ne pas faire de restes, valoriser les restes, comme dirait Thibaut dans un de ses podcasts, l'art d'accommoder les restes. J'avais adoré cette expression, coucou Thibaut, c'était vraiment à propos, plein d'esprit, comme Thibaut, ça c'est, voilà, toujours les petits traits d'humour amusants qui l'instillent comme ça, décalés, et qui sont un petit bonbon pour le cerveau. Donc j'aime ne pas laisser de bout de laine tout seul malheureux, pas valorisé, alors que bah, justement souvent ce sont ces restes là qui m'amusent le plus. Voilà. Donc je vais vous montrer 3 choses. Alors j'ai un bonnet là, je vais vous montrer. Il n'est pas coordonné au reste parce que ben l'autre bonnet, je sais pas où l'a mis mon fils. Les autres bonnets, j'en ai pas fait qu'un. Voilà. Alors ça, je m'étais amusée à faire ça avec des restes de laine, des restes de reste que j'avais récupérés chez moi. Ça c'est de la DK. J'avais récupéré chez moi. Il y a des trucs de chez Adeline aussi, j'en suis certaine. Elle avait des bouts de fil et je lui ai piqué, entre guillemets. En tout cas, elle me les a repassés pour faire des bonnets à reste. Et puis des choses, je crois, de chez moi. Ça, c'est de chez Adeline. Ça, je suis sûre que c'est de chez Adeline. Et ça aussi. Le noir, j'en avais pas. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas bien de près. Voilà. Non, c'était pas à moi, le noir. Là. Et le gris très foncé non plus. Voilà. Donc j'avais fait ça il y a des années, un jour où j'étais chez Adeline et puis voilà. Donc oui, ça vient de chez Adeline là. Forcément j'étais chez elle quand j'ai monté le projet, donc elle m'a trouvé un petit fond de laine. Et donc du coup j'avais fait ce bonnet. Voilà. Avec ses restes. Et ce que j'aime particulièrement dans ces modèles en rond, top-down ou bottom-up, peu importe, mais ces modèles en rond, c'est que ben on tourne avec du fil, on change le fil quand on n'en a plus, et puis voilà quoi. On s'arrête et puis on marie les couleurs un petit peu comme ça sort, hein, comme ça sort, c'est ça. Donc voilà, donc ça fait des années que je l'avais fait. Voilà. Et donc il le met toujours. Et il adore le concept, fiston. Il adore le concept parce que ça rentre tout à fait dans son esprit et sa sensibilité de s'amuser avec les restes sans faire de déchets. Et d'avoir quelque chose de décalé. Pas comme tout le monde. Donc dans cette idée-là, je lui avais fait cet été, l'année dernière, un pull. Donc là, celui-là, je crois pas que je vous l'avais montré. Et là, j'ai utilisé mon intemporel, vous savez, celui que Thibaut aime bien et qui est toujours un gros téléchargement. Alors, voilà. Donc là, j'ai vraiment utilisé les fils qui restaient, qui traînaient. Hein. Seul impératif que ça soit de la DK. Voilà. Donc, nous avons de la Charisma, de la Lima. Charisma Lima, ça c'est sûr. Et des restes de Holzgarn
que j'ai couplé en deux, que j'ai mélangé, voilà, vraiment, le truc. Ce qui permet aussi de s'amuser avec des fils et de se dire ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces coloris quand même. Regardez-moi ce mélange de vert là ici. Là c'est un petit peu plus chamarré. Là ce mélange avec du pétrole. Du gris, du noir. Un petit peu de bleu marine que j'avais. Il y a peut-être même des marrons quelque part. Peut-être pas celui-ci. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment mon intemporel à... Mon intemporel avec lequel je me suis amusée. Et vous noterez que j'ai pas essayé de faire non plus du fade hein, ou quoi que ce soit de cette nature. Je suis vraiment, j'ai vraiment fait, voilà. Là où il y a juste eu un petit peu de défi, c'est d'essayer de rester assez raccord. Et donc là, j'ai pesé, je l'avoue, pour avoir des manches, voilà, qui restent à peu près dans la même ordre d'idée, vous voyez. Passer le jaune, j'avais pas assez pour faire le bloc complet, mais bon, j'ai essayé quand même de jouer le jeu et d'avoir les deux manches qui, si elles ne sont pas exactement pareilles, parce que ben, bon, j'ai pesé la laine, hein, c'est pas très éloigné. Là, le jaune, non, j'ai pas réussi à rester dans le exactement pareil. Il y a un petit peu plus de tours sur l'un que sur l'autre, mais bon, ça reste raisonnable en matière de différence, quoi. Voilà. Et il adore. Il adore, il est super heureux. Donc, bah moi aussi, je suis heureuse. Rien de tel. Et c'est du tricot masculin. Comme promis. Donc voilà, ça permet aussi de faire un benchmark, un comparatif en matière de vieillissement des laines, puisqu'on voit que certaines vieillissent mieux que d'autres, boulochent plus que d'autres. Bon, en sachant que c'est porté par mon fiston qui est vraiment pas super soigneux, donc voilà quoi. Hop. Et il me reste encore de la laine, donc j'ai fait ça, le tour du cou qui va bien pour fiston. Lui aussi, il a son tour du cou. Alors, ce modèle-là de tour du cou, c'est une impro, hein. Mais, en fait, les mesures sont bonnes. Franchement. Donc, le diamètre, enfin la longueur, donc c'est 2 fois 30 cm, hein, puisque là c'est 30 cm, sur, je vous file la mesure, donc c'est un tube hein, sur 25, avec un petit peu de côte au-dessus pour pas que ça bouloche, un petit peu de côte en bas pour pas que ça tourne. J'aurais pu faire du mousse et puis un avanti quoi. Voilà. Et du coup il est assez bien coordonné au pull. Ce qui pour lui est très cool. J'ai fait un montage super élastique d'un côté. Et de l'autre côté, voilà, donc j'ai fait un montage super élastique d'un côté, et l'autre j'ai fait un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, et ben quand même, on voit que le JSSBO est supérieur au German Twisted Cast On ou au All Norwegian Cast On. C'est le même, hein, c'est celui qui twist, c'est sur des variantes du long tail, mais voilà, on le voit quand même. Le JSSBO, il est vraiment flagada, quoi. Ce qui est parfait quand il enfile sa tête dedans. Et le côté qui est un petit peu plus étroit, comme ça il peut le remonter jusqu'ici quand il fait vachement froid à l'hiver. Entre le bonnet qui lui couvre les oreilles et puis le cache-cou, bah, ça peut faire une variante de cagoule. Et c'est vrai que quand il fait vraiment froid, c'est bien. Bon, on n'a plus des hivers hyper froids. Et puis ici en Île-de-France, je suis personnellement originaire de l'Est de la France. Et bah, les hivers étaient plus rigoureux. Les hivers, ils sont toujours plus rigoureux qu'à Paris, ça c'est certain. Même si il n'y a plus de saison. J'ironise, mais bon, j'ironise. Donc voilà, les projets finis.
Alors, la petite pub pour le cal de cet été. Donc le cal de cet été, il va être, et ça on en avait parlé, autour du merveilleux et du fantastique, avec un modèle à écailles et à plumes. J'abuse un peu en vous disant qu'il va être à écailles et à plumes, mais c'est ça, il y a un modèle, il y a un motif qui va former des écailles et un motif qui va former des plumes. Donc voilà. Si vous avez envie de le tester, il est encore temps. Faites-moi un coucou. Dites-le moi, manifestez-vous, voilà. Parce que je peux en parler un petit peu sur Instagram. Voilà, c'est la meilleure manière peut-être de toucher beaucoup de monde, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent. Parce que du coup, c'est vraiment par milliers hein. Ce serait éventuellement de faire de la publicité dans le patron sur Ravelry. Dans le patron d'avant et de dire spoiler, va y avoir ça, call me. If you want to test, call me. Voilà. Petit retour sur les cales. Donc il y en a que j'ai offert, mais j'en ai ressorti pour vous montrer. Ça c'était un châle. Le prochain c'est un pull. Bon. Et celui d'après aussi. On refera bien un châle à une autre occasion. On fera bien un châle à une autre occasion. Voilà. Très fantaisiste, très coloré. Avec une histoire de... Lui il racontait une histoire de montée dans les étoiles. De parcourir une forêt, un chemin, une rivière, de gravir une montagne avant d'atterrir dans les étoiles. C'est un petit peu le trajet de la vie aussi, hein. Voilà. Et les rayons du soleil aussi. Et là c'est un point d'étoile. Il est sur Ravelry, vous le trouverez sans problème, sans difficulté, si vous voulez le tricoter. Il a quelque chose de poétique et d'émouvant, même si je vous ai pas mis d'histoire dessus. Peut-être qu'à un moment où j'aurai peut-être un petit peu de temps, je le reprendrai et je vous mettrai un petit peu de storytelling autour. Raconter un petit peu des histoires, des choses comme ça. Pour vous faire vivre vous permettre de vous évader en même temps que vous tricotez. Et puis si c'est la seule chose qui vous intéresse, c'est de tricoter, et bien ce n'est pas obligé de le lire. Ce n'est pas obligé. Donc là c'était celui-ci, et ça c'est un autre modèle que j'ai beaucoup mis. Beaucoup, qui s'appelle le Marqueterie. Je l'avais fait en... L'inspiration art déco. Alors je l'ai bien mis celui-là. Hein. C'est une coupe très proche. Mais bon, c'est pas le même point, donc c'est pas les mêmes calculs du Harper. Voilà. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tricoter. J'ai beaucoup aimé le porter aussi. Alors, j'ai quelque chose avec les gilets ou les pulls beiges. Hein. C'est souvent ce que je crée, je me rends compte. Donc, si vous aimez bien, tant mieux. Mais c'est vrai que j'aime bien tricoter le beige. Il y a un côté assez apaisant, et puis c'est assez facile aussi à porter. Les couleurs plus foncées, je vais beaucoup plus apprécier de les porter plutôt que de les tricoter. Parce que je suis quelqu'un d'assez... dans la vraie vie, je suis assez réservée, assez introvertie. Et voilà, j'aime bien porter des couleurs sobres. Être dans une certaine discrétion. Continuons. De quoi parlons-nous? Ceci, c'est Félix. Alors, il n'est pas fini.
Je vous l'avais montré, je l'avais tricoté pour une collègue qui avait accouché pour son bébé. Et je l'ai trouvé tellement sympa, je l'avais fait de plein de couleurs hein, pour le petit garçon de ma collègue. Mais là je l'ai fait en gris pour mon mari, alors c'est de la super soft Holzgarn, je crois que c'est Flannel Grey. Voilà. Et alors j'ai fait le corps. Comme je me suis un petit peu relâchée du tricot, j'ai voulu être sûre de mon échantillon, donc j'ai fait le corps, je l'ai lavé bloqué. Et c'était bon. C'était bon, j'avais le bon échantillon et tout. Mais du coup, il faut que je fasse les manches maintenant. Entre temps, j'ai fait un peu d'autres trucs, mais je vais le reprendre. Surtout que le point est agréable. Voilà, donc ça aussi, il s'appelle Félix. Donc c'est du XL pour homme. Et c'est un modèle, je lui ai fait sa patte de boutonnage. Vous noterez cette petite couture dont je suis assez fière ici, là. Voilà. Dont je suis assez fière, qui est bien clean. Et puis, voilà, donc il faudra lui faire les manches. Pour changer... enfin, non, d'ailleurs le Félix était pensé comme ça, mais j'avais demandé à mon mari hein, s'il voulait aussi un pull camionneur. Ce qui est un petit peu le cas, là, il remonte un petit peu. Donc je lui ai essayé en taille XL, il lui va impec à mon mari, le corps. Donc voilà, maintenant il n'y a plus que les manches à faire. C'est un petit point texturé assez simple, mais qui fait son petit effet. Ce sont des mailles glissées. Donc vous verrez quand je vais le publier. J'ai une de mes testeuses qui l'a tricoté pour elle, dans un mélange avec des roses, des choses comme ça, un petit peu des couleurs froides et des roses. C'est hyper sympa. Coucou Muriel. Donc voilà, pareil, elle a passé là je pense qu'elle a passé des restes de laine dedans hein, pour le coup. Et c'est vachement bien aussi ces principes de rayures texturées justement pour passer des restes de laine. Normalement le patron, vous verrez, je vous dis la charte. Quel colorimètre, parce qu'ici s'il est fait en multicolore, ça se mélange pas n'importe comment pour un effet vraiment sympa quoi. Là en uni évidemment je me suis beaucoup moins posé de questions, donc bon, dès que possible je le reprendrai, c'est un de mes multiples encours à reprendre, mais il reste dehors celui-ci. J'ai un modèle pour mon tonton et mon cousin qui attendront un petit peu que j'ai fini pour être ressortis après. Les deux, voilà, ils sont très avancés, c'est-à-dire que presque le corps est fait, mais jusqu'à aller à la moitié arriver à la taille, donc il y a encore les manches et je les ai rangés parce que j'ai dû faire autre chose à un moment et du coup bah, il reste un petit peu en attente. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai tellement d'encours dans tous les coins. Je pense qu'il y en a certains que je vais défaire, récupérer la laine, parce que quand ça fait vraiment trop longtemps, mais j'arrive pas non plus à me décider à le faire. Je récupérerai la laine et puis je ferai autre chose. Je ferai tout simplement autre chose dedans. Donc voilà. Et puis on va pouvoir passer aux deux encours assez actifs que j'ai. Donc, il y en a un pour mon fiston. Et il y en a un pour moi. Voilà. Donc, les deux ont une histoire, mais elle est différente. Je sais pas par lequel je commence. Allez, le pull de pêcheur. Alors lui, il est en test. J'ai un petit peu du monde dessus. Hein. Mais si vous voulez le tester, vous me dites. Vous me dites surtout. Hein. Je vous préviens. C'est le pull de pêcheur torsadé. Mais vraiment. Et c'est pour mon fiston. Et je suis à peu près à aller 5 cm sous les bras. Il s'appelle Absolute Fisherman. Je le tricote en Holzgarn coloris aubergine, qui a vraiment la couleur d'une aubergine, qui est très sympa. Ça m'a un tout petit peu surprise que mon fils ait eu envie de cette couleur, mais il a adoré. Et en définitive, bah, c'est mixte quoi. Allez.
Voilà. Que vous le voyez bien, voilà, c'est le retour que me fait la caméra. Que vous le voyez bien, voilà. Donc, la construction, il est en top-down, et ce que j'ai souhaité, c'est qu'il ait un maximum de torsade. Et autour du point de blé, voilà. Mais un maximum de torsade. Donc pour avoir ça, le drop shoulder c'est le mieux. En top down ou en bottom up, peu importe, mais le drop shoulder c'est le mieux. Le raglan, sinon, les augmentations dans le raglan c'est toujours une plaie. Je sais, j'ai fait colonnade, j'ai fait un autre modèle aussi. Il y avait colonnade. Et un autre modèle dont je me rappelle plus le nom que j'avais fait. C'est toujours compliqué. Ça demande de la vigilance. Alors ça peut être très sympa en raglan ou en... Voilà. Hein. Ou alors en yoke, mais voilà. C'est plus aussi... la torsade, forcément, il faut prévoir des augmentations dedans. Voilà, on détourne un peu le principe. Et c'est pas forcément... Bon, c'est autre chose. Mais le pull de pêcheur classique, le mieux, c'est vraiment... C'est ce que je vous fais là, c'est le drop shoulder. D'ailleurs, les vrais pulls de Guernsey, c'était ça, hein, c'était du drop shoulder, hein, à peu de choses près. Donc, et moi j'aime bien vous les faire en... Alors, j'ai eu une multitude de patrons à moi qui sont en drop shoulder et de bas en haut. Je préfère vraiment la construction de haut en bas parce que vous pouvez essayer, ajuster la hauteur, vous pouvez pas vous retrouver avec un pull qui va être trop long ou trop court. À part si vous jouez à chicken yarn et que vous perdez. Et donc là, voilà. Mais sinon, comme vous pouvez l'essayer au fur et à mesure, à part si vous le tricotez pour quelqu'un que vous n'avez pas sous la main, pardon. Mais si vous avez possibilité facilement de le faire essayer, vous pouvez pas vous planter. Et ça, c'est vachement cool. Donc c'est pour ça que je l'ai créé comme ça. Avec un petit système de rang raccourci ici. Et puis on y va, on descend quoi. On descend les torsades. Donc, ça c'est une taille S pour mon fiston ou S+. J'ai prévu bien sûr le rétrécissement des torsades, ça n'y a pas de souci. Selon les tailles, vous avez plus ou moins de motifs. Donc dans le patron, il y a d'autres motifs que ceux-là, différents, systématiquement différents, qui vous permettent de combler si vous commencez à avoir une très grande taille ou autre, qui vous permettent de combler jusque de plus en plus sur les côtés, de façon à ce que ici ça soit le minimum de points de blé, mais du point de blé quand même. Vous en avez quand même du point de blé. Voilà. Donc ici vous avez un XO qui est joli. Hein, le fait que j'ai écarté un petit peu, ça fait autre chose. Ça fait un petit peu comme des sabliers, des cœurs, une torsade centrale que je voulais pas non plus énorme, mais bon, je voulais ça quoi. Une variante de la torsade celtique classique. Et puis donc vous avez d'autres types de torsades sur les côtés en fonction des tailles. Là pour mon fiston je le fais en DK, hein, ce sont 2 bouboules de super soft. Et c'est pas une très grande taille, donc du coup voilà. Et pareil derrière. Voilà. Et j'ai tricoté le col, c'est-à-dire que j'ai repris les mailles à un moment où voilà, et puis j'ai monté le col pour vérifier, parce que je voulais qu'il soit quand même assez près du cou. Et là pour le coup, bah, là c'est assez près du cou, ça va s'élargir un peu, mais quand il l'aura sur le dos, ce sera pas un truc ouvert pour lui. Ça, donc du coup ça gardera son côté masculin. Et ben c'est vachement chouette à faire, hein, c'est très agréable, tout ce qu'on veut. Par contre, bon, torsade, donc c'est bien de l'alterner éventuellement si vous êtes multi en cours avec un autre projet à côté qui sont un petit peu plus jersey, une paire de chaussettes par exemple, ou un petit bonnet.
ou un petit raglan tout con, tout simple, voilà. Si ça peut vous faire mal aux mains ou vous coller une tendinite au poignet, ce qui serait dommage. Je dis ça parce que des fois j'ai des petits... voilà, des fois il faut se calmer. Mais c'est hyper satisfaisant, quoi. Ça c'est sûr. Bon, bien sûr, là j'ai mis du point de blé, vous pourrez mettre autre chose. Voilà, une maille glissée ici. Voilà. Elle est glissée un rang sur deux, donc c'est pour ça que ça fait cette belle maille comme ça. Bon, bah il est canon, hein, il est... Voilà. Ça, il est magnifique. À moi qui aime les torsades, je pense que voilà, ça va vraiment être chouette. Ça va vraiment être chouette. Et puis, bah, il s'étendra hein, quand il va être lavé bloqué. Vous voyez, on va tout de suite, on va vers une taille masculine. Une petite taille masculine, quoi. Donc si vous avez envie de le tester, ben, dites-le moi. Manifestez-vous. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Cet Absolute Fisherman, voilà, c'est un modèle que je publierai, je ne sais pas quand, mais ce dont je suis certaine, c'est que cet été, c'est le modèle sur les... c'est le modèle autour du merveilleux. Et normalement, à Noël, ce sera une marinière abstraite. Je l'ai préparée. Là, elle n'a pas réévolué, donc voilà. Sinon, autre projet en cours, qui est vachement avancé aussi, mais alors j'ai pas trop d'excuses. Enfin, comment dire? Elle avance vite aussi parce que c'est vraiment de la grosse laine. Et j'en ai eu envie. Et là, bah, c'est un petit peu du tricot égoïste. C'est-à-dire que là, j'ai un petit peu pensé à moi. Voilà. Je tricote beaucoup, j'ai énormément de pulls. Mais voilà, ça m'a fait envie. C'était en surfant sur un site d'image, je crois. J'ai eu une vision et du coup, je l'ai réalisé. Alors, lui, c'est un délire autour du sable. Un délire autour du point de sable. Je suis en train de faire les côtes du bas. Donc la preuve que c'est avancé quand même. C'est un assez gros échantillon. Alors, je le tricote. Je remonte une des deux plottes. Je vous le montre et après je vous explique. Donc, je vous ai dit, c'est du point de sable. Hein. Donc il a quelque chose de vraiment simple. Du point de sable. Ici, ben, du mousse pour les rangs raccourcis. Du point de sable. Ponctué. Le côté, c'est du jersey. Parce que là aussi, mine de rien, c'est quand même bien texturé. Hein. Le côté, c'est du jersey. Voilà. Et voilà, je suis en train d'arriver voilà, en bas. Et il y a encore... j'ai dû faire 3 cm de côte et il y en a encore 5 ou 6, quoi. Ouais, généralement, c'est 7 cm de côte, à peu près, mes côtes. J'ai eu envie de quelque chose de sablé, avec une certaine simplicité, et quelque chose d'un petit peu moelleux. Alors, je cède après tout le monde à une petite passion mohair, mais c'est même pas tant que ça le cas, parce que c'était parce que j'avais ces plots-là que j'ai utilisé, sinon j'aurais doublé ou triplé de la Holst. Il aura des manches ballons, c'est-à-dire que les manches seront dans à peu près le même point que ça. Bien large et qui se resserre bien à la fin. Et là où il y a une fantaisie, mais vous pouvez pas le voir parce que je l'ai pas encore monté, c'est ce col. Alors, normalement, je l'ai retouché depuis, le col est un peu plus large ici, parce que bah, j'ai eu une petite galère d'échantillon. Petite, mais je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que ici j'ai dû rajouter un petit peu de maille. Parce que c'est un peu yoke. Je vais reprendre et je vais faire un col qui va faire des diminutions dans les côtes, dans une fantaisie de côte, et une deuxième partie de côte qui va remonter droite. Donc il y a un petit côté yoke. C'est pas virulent non plus, hein, mais un
petit côté yoke. Pareil avec quelque chose d'un peu sablé. Voilà. Alors j'avais hésité entre faire un corps texturé et un corps pas texturé et juste la texture dans les manches. J'ai décidé de faire de la texture partout, mais j'aurais pu prendre l'autre possibilité. Vous le savez ou vous le savez pas, mais le point de sable, c'est un point que j'adore. C'est un point que j'adore. Voilà. Il a quelque chose d'assez magique. Le point de sable, c'est endroit envers, un rang, et l'autre rang à l'envers. De l'autre côté, ça fait des côtes sablées. Je vous montre. Par contre, les côtes sablées, moi, elles ne me font strictement aucun effet. Vraiment, c'est pas un truc qui me... Voilà, c'est pas un truc qui me passionne. La laine. Il y en a deux. Alors, ça, c'est de la laine. Alors, je dis de la laine, mais c'est pas foufou, la compo. Que j'ai acheté chez Action. Je suis passée un jour chez Action près de chez moi et il restait 4 pelotes, je crois. Mais en fait, depuis le début, je suis sur la même. Donc ça va être... je sais plus combien de pelotes j'ai acheté, mais si ça se trouve, le pull, il va tenir là. Peut-être pas, mais bon. 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine, 5% mohair. 150 grammes la pelote, c'est une grande. Enfin, là c'est ce qui me reste. Hein. Bon, il est un peu. 570 mètres. Alors j'ai déjà essayé de la tricoter en simple. Et en simple, j'ai eu une guerre d'échantillons, mais un truc de ouf. Parce qu'en fait, c'est un petit squelette plein de poils. Et au niveau de l'échantillon, j'étais complètement à côté de la plaque. Complètement. Là, ils disent que c'est du 4,5 et que c'est 17,23. Voilà. Donc ça, c'est une base un petit peu pralinée, je dirais. Est-ce qu'elle a un nom, cette laine? Cette couleur, est-ce qu'elle a un nom? Batch numéro quelque chose. Donc non. À part un numéro. 50823, ça va pas vous aider. Bon, c'est un peu caramel. Il ne restait que ça comme couleur. Et j'avoue que j'aime bien. Donc bon. Et je mélange avec un fil de Holzgarn Tobacco. Alors j'avais hésité, hein, parce que je me suis dit ça va peut-être être un peu foncé, machin, peut-être mettre autre chose. J'essaye. Et en fait ça amène quand même c'est contrasté, mais le résultat donne ça. Et je sais pas comment dire, ça donne un relief, une profondeur. Un peu chiné, mais c'est pas violent non plus comme chinage. Le fait que ça soit du mohair, ça marche très bien. La sensation. Alors j'ai du mohair que j'ai toujours pas tricoté de chez, j'ai depuis 4 ans ou 5 ans, de chez Drops, de la Kid Silk. C'est vachement plus doux la Kid Silk. Là, ça fait beaucoup d'effets. La texture, elle est sympa, mais c'est pas le même nuage que la Kid Silk. Hein. N'empêche que je l'ai payé presque rien. Donc, à savoir aussi. Hein. Ça m'a vraiment tenté, j'ai voulu essayer, donc voilà, j'ai acheté. Je me suis pas posé tant de questions que ça à ce moment-là. La couleur me plaisait, la texture me plaisait, il y avait de quoi faire quelque chose, voilà, j'ai pris. Et je savais qu'il y avait quand même un petit peu de laine là-dedans, 15%. Avec ça, mélangé avec ça, ça va bloquer, quoi. Donc, allons-y. Donc quand je vous dis que j'aime bien le beige, et ben j'en suis ravie. D'ailleurs du coup je l'avance et il m'a fait mal au poignet. Hein. Je vais poursuivre les côtes, faire le col. J'ai envie de voir le col, le laver bloqué, mettre en attente et faire les manches après. Comme pour et reprendre le pull de mon mari ou celui de mon fils, voilà. Mais ça je vais le voilà. Je vais le poursuivre un peu.
Et je le trouve très beau. Très beau. Et du coup, je vous parle de sable dedans. Parce que j'ai fait du storytelling aussi. Alors, j'ai du storytelling, pas au sens vous anesthésier pour vous vendre quelque chose, mais au sens où je vous raconte un peu l'histoire, des histoires autour du sable, avec ce que ça implique. Ça a un côté fragilité, un côté nécessité, toute l'évasion autour de la mer, toutes ces choses-là. De quoi il est composé. Donc voilà, dedans j'ai mis des articles, vous verrez, il y a 2 grands articles qui parlent du sable. Et puis comme toujours, des jolies images. Des jolies images, vous aurez qu'à aller, quand je le sortirai, vous verrez, mais j'essaye de mettre des belles images que je prends toujours sur des sites libres de droit, mais il y a de très belles choses. Il y a même, merci du partage, des gens qui partagent de très belles choses, et c'est aussi, ça me fait plaisir aussi, d'autant plus, de partager ce que j'estime être des beaux tricots avec vous, pour faire quelque chose de beau et pour autrui. Voilà. Donc le voilà. Ce pull là, autour du sable, que je vais donc continuer et avancer. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, 50 minutes. Parlons lecture. Allons-y. Donc je prends ma pile et on y va. Parlons donc de lecture. Alors, par quoi on commence? Il y a des livres que j'ai depuis longtemps. Il y a des livres qui n'avaient même pas de marque-page, donc je les ai mélangés l'un dans l'autre. Marque-page 1 et marque-page 2. Hop, voilà. Alors, il y a un petit peu une thématique quand même. Des thématiques qui vont ensemble. Qu'est-ce que j'aime lire? Alors déjà, je trouve que je ne lis pas assez parce que je n'ai pas le temps. Il y a le tricot. Alors, il y a le boulot, il y a la famille, il y a tout ça. Maintenant, parlons du temps libre. Il y a le tricot. Il y a apprendre à faire du développement, c'est-à-dire du Python, des macro-commandes, des choses comme ça, parce que je suis dans le domaine de l'informatique, donc il y a poursuivre mes compétences là-dedans, que je fais beaucoup sur mon temps libre, et il y a la lecture. Lecture et se cultiver aussi autrement, c'est-à-dire que je rentre dans la lecture par souvent des podcasts. Je regarde énormément de podcasts sur YouTube qui vont parler d'histoire, qui vont parler de faits de société, et parce que j'ai un peu froid, parce que j'appelle faits de société des choses liées à l'histoire et liées aussi à des domaines d'anthropologie ou de sociologie. C'est vraiment à travers ça que je rentre dedans. Donc, et puis il y a des livres que j'avais offerts à mon mari il y a quelques années, que j'avais pas eu le temps forcément de lire, et que voilà, je me suis mise à lire. Donc un côté historique, un côté un peu sociologique, fait d'actualité. Voilà. Alors, il n'y en a aucun qui est terminé là-dedans. Mais je suis en cours. Donc le soir, quand j'ai un peu de temps pour lire, je lis. Celui-ci, Nos ancêtres les Gaulois. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant. C'était un podcast historique qui parlait de ce que c'était que les Gaulois qu'on méconnaît. Parce que si on connaît bien l'histoire romaine, l'histoire des populations qui vivaient au-dessus, eh ben on la connaît vachement moins bien, au-dessus de Rome. Et donc j'ai eu envie de découvrir un petit peu plus.
Et dans le podcast que j'avais vu, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était Clotilde Chalumeau, mais je ne suis pas sûre que c'était elle. Elle parlait de ce livre. Donc du coup, je le lis et je découvre ces populations cavaliers, cultivés, avec un mode de vie moins en dur, c'est-à-dire moins de pierre que les Romains, et qui se sont fait massacrer. Et dont la majorité de la population vivant en Europe, au-dessus de la Méditerranée, est descendante ou a des gènes, enfin voilà. C'est les gens qui étaient ici avant nous et qui vivaient leur vie avant que les Romains viennent. Avant que les Romains et que Jules César viennent se faire un beau CV en Gaule. Et donc du coup qui ont été mal connus, surtout par... ils ont surtout été connus par leur vainqueur, c'est-à-dire Jules César, et peu autrement. Donc c'est intéressant, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est loin de nous! Mais qu'est-ce que c'est loin que nous! Et là on voit que la façon dont ils vivaient et qui est décrite, druide, prêtre, magicien, j'ai plutôt l'impression de relire quelque chose qui se rapproche de la vie des Vikings, sans être exactement les mêmes populations, mais en définitive, bon. À quel point on a été influencé par la romanisation, en fait, par l'Empire romain. Donc c'est vachement intéressant, ça fait réfléchir. Moi je vous le recommande. Et j'en suis à peu près à la moitié. Mais vous n'allez pas vous évader avec ça. Voilà. Vous allez découvrir des gens dont on ne soupçonnait pas le mode de vie, par exemple, quand il va vous évoquer le fait que c'était des personnes qui, les guerriers, non pas chassaient, mais faisaient la guerre à trois, quoi. À trois personnes sur un char, avec un qui suit, un devant, enfin voilà. Des méthodes de guerre, des choses comme ça, des méthodes guerrières, de soldats, que je connaissais pas. J'ai pas pu m'empêcher de noter toute cette violence quand même, aussi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Toujours dans la veine historique. Alors ça, celui-là, je l'avais offert à mon mari. Pareil, il y a des trucs sur Néandertal qu'il faut que je lise, des choses comme ça. Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. C'est quand l'être humain, sapiens, a inventé l'agriculture. Et le fait de devenir des agriculteurs, de rentrer dans la révolution néolithique, tout ce que ça a pu engendrer comme stratification sociale. Une amélioration, mais peut-être pas tant que ça, du mode de vie, à discuter. Et surtout le côté domestication, que j'en retiens beaucoup. Capitalisme, domestication des animaux, des plantes, et aussi en dessous, domestication de l'humain par l'humain. Et là on commence à comprendre la société dans laquelle on est toujours depuis. Ouais. Jean-Paul Demoule, archéologue et professeur émérite, spécialiste du néolithique à l'âge du fer. Pareil, je ne saurais que vous le recommander. Pour moi, c'est un petit peu plus joyeux que les Gaulois, mais peut-être parce que c'est tellement loin. Et en fait, ça répond à tellement d'interrogations sur... comment la société actuelle s'est mise en place, que c'est vraiment super instructif. Bon, forcément, on ne peut voir aussi que est-ce que dans 50 ans, quand on relira ça, on se dira les mêmes choses ou pas, ça je ne sais pas. Hop. Un grand classique. Propaganda.
allons dans le cynisme. Il n'y a rien de violent. Il n'y a rien de cruel. Voilà. C'était le neveu de Sigmund Freud, Édouard Bernays, c'est-à-dire le double neveu parce que le frère et la sœur avaient épousé le frère et la sœur. Donc il a grandi pas loin de tonton Freud. C'est hyper intelligent, c'est comment manipuler les foules en démocratie. Pas c'est écrit dessus. Comment manipuler l'opinion en démocratie. Voilà. C'est extrêmement intelligent et on voit que comment créer l'envie, comment manipuler les gens. Et il y a un petit peu un continuum avec ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que... Donc c'est pareil, je vous le recommande. Je vous le recommande. Comment on se fait manipuler depuis un siècle. Et... ouais, à lire. Je l'ai pas fini. Alors... Il n'y a rien de violent, il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, un peu drôle. Mais on se sent tellement manipulé qu'on se sent tellement pas maître de soi et on se dit qu'on est tellement comme des moutons que du coup, ben, ça pique un peu et il y a quelque chose d'un peu désagréable qui fait qu'on a envie de le lire et en même temps on se dit je vais le refermer, je vais lire autre chose. Je le réouvrirai un petit peu plus tard, faut que je digère l'affront. Façon de parler. Alors, il y a le couple des Pinsons Charlot. C'est un couple de... Alors, je crois que ce sont des sociologues, mais si ça se trouve, ce sont des anthropologues. Monsieur Pinson est décédé l'année dernière, d'ailleurs. Donc, ce sont des personnes qui sont nées dans les années 40, un couple, mari et femme, qui ont étudié l'élite sociale, hein, voilà, comme ils auraient étudié des ethnies en Amazonie, avec les mêmes méthodologies, et ben ça reboucle bien, hein. Voilà. C'est toujours super intéressant à lire. Toujours super intéressant. Un autre livre qui matche bien avec le Propaganda. Alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hein, qui va vous parler de tout ce qui est société de consommation. Tous les ressorts qui vont derrière. Il y a Baudrillard aussi qui est à lire. Je dois avoir un livre de lui quelque part. Que mon mari avait dû lire. Quand j'aurai un petit peu de temps, d'espace de lecture, dans la foulée, je le reprendrai. Celui-ci est plus simple. Baudrillard avait sa langue un peu comme Bourdieu, qui compliquait un petit peu l'approche si vous lisez comme moi à 10h du soir, pour vous endormir un peu. Les ressorts de la consommation. Comment on a glissé d'une société où on fabriquait tout à côté de chez soi, ou soi-même, à une société où on achète de la confiture Bonne Maman et des yaourts Mamie Nova. Parce que, quelque part, la notion de marque a pris la place laissée par le manque de sens du fait de faire ailleurs, tandis que quand on fabriquait soi-même, quand on cuisinait soi-même, quand on fabriquait soi-même, ou qu'on connaissait bien les personnes qui avaient fait, ça avait un certain sens. Et l'humain avait besoin de ça. Et la marque a pris cet espace. En plus de l'effet Veblen, c'est-à-dire, donc il y a cette partie-là, il y a aussi l'effet Veblen, c'est-à-dire que je consomme quelque chose, la consommation ostentatoire, qui me permet de me sentir supérieur à autrui, de me rassurer dans ma consommation. Donc, ça aussi à lire, intéressant. Et puis on reprendra Baudrillard. Alors, un autre livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai un petit peu entrouvert. Bon là, j'ai pas lu beaucoup. Hein.
Ça faisait longtemps que je voulais lire Franck Lao, qui a un compte Instagram dans lequel il partage, et dans lequel il nous ouvre les yeux au forceps, mais il nous ouvre les yeux avec intelligence, ce qui fait pas de mal, ce qui fait même le plus grand bien, sur le fait que nous vivons toujours dans un monde post-colonial, et dans un monde colonial, et que nous sommes complètement aveugles sur beaucoup de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Il avait partagé sur Instagram un article dans lequel il parlait du rap. Voilà, du rap comme le jazz, comme d'autres musiques, mais là il parlait du rap parce que lui c'est quelqu'un qui est né dans le début des années 80, donc qui est sensiblement, qui est un petit peu plus jeune que moi, et qui expliquait tout ce que ça représentait pour lui en termes d'attachement culturel, en termes d'expression, en termes de revendication. Et c'était tellement limpide ce qu'il disait, tellement clair pour moi, parce que ce ne sont pas mes goûts musicaux au niveau esthétique. J'ai tellement tilté, tellement compris, que je me suis dit, bon ben, à l'occasion, j'achèterai son livre. Et l'occasion est venue. Donc j'ai acheté son livre et je suis vraiment pas déçue. Hein. Les premières pages sont vraiment intéressantes. Et ça ouvre vraiment les yeux sur la société dans laquelle nous sommes. Je trouve que c'est très bien et je le remercie. Je le remercie pour ça. Enfin, il ne regarde pas de podcast tricot à mon avis, mais je le remercie d'écrire ça et de nous permettre de comprendre certaines choses. Encore un grand monsieur. Voilà. Hop. Et le dernier. Alors le dernier, pareil, on va parler fait de société. Kezako se livre. Christiane Collange, moi ta fille. Alors hier, j'ai amené ma fille à l'école et je passe toujours devant une boîte à lire. Pas toujours, mais de temps en temps, je passe devant une boîte à lire et là, je me suis un petit peu arrêtée. Et il y avait ce livre de Christiane Collange. Alors Christiane Collange, je connaissais le nom. En lien, une éditorialiste, en lien avec l'Express, il me semblait, voilà. C'est la maman d'un critique culinaire que tout le monde connaît, Vincent Ferniaud, voilà. Bon. Je sais que ma mère m'en parlait quand j'étais gamine, qu'elle écoutait ce qu'elle disait, ou qu'elle lisait un peu ce qu'elle disait dans des articles. Ça doit être dans l'Express, hein, ou des magazines comme ça. Hop. Christiane Collange. Donc, allez, un petit coup de café. Et oui, Martial, je confirme, il est froid. Quand je le bois là, mais ça me dérange pas. Mais on en avait plaisanté, donc voilà, je te le dis, effectivement, il est froid, mais c'est pas grave. Je bois le café toute température. Voilà. Donc Christiane Collange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des sœurs enfin, c'est un membre de la famille Servan-Schreiber. Personnes qui ont fondé l'Express, c'est une fratrie. Elle a une sœur qui a fait de la politique, qui est morte assez jeune, qui avait été maire dans les années 60-70. Et qui avait participé aussi à l'urbanisation. Il y a un côté féministe très marqué chez les sœurs Servan-Schreiber, et aussi, ça se voit d'ailleurs. Enfin, quand on le lit, ça se comprend. Et puis les autres. Et celui qui est un membre connu aussi, qui est malheureusement... il y a le critique culinaire Vincent Ferniaud, qui a écrit sur... qui était médecin, qui a écrit sur comment bien se soigner, et des principes d'hygiène de vie et des choses comme ça, et qui est décédé d'un cancer. C'était son neveu, c'était le fils de... je ne sais plus le nom, Dominique Servan-Schreiber, Jean-Jacques, je ne sais plus. Ça devait être David Servan-Schreiber, voilà, qui était médecin. Je connaissais un petit peu son histoire, hein. Il a eu une tumeur au cerveau et ça a duré longtemps.
Voilà. Donc là, elle avait écrit un livre qui résonne particulièrement pour moi dans mon esprit à l'heure actuelle, parce que j'ai la cinquantaine qui approche bien, et je suis personnellement confrontée au vieillissement de la génération autour de moi, au-dessus de moi, et les difficultés de vie, de vieillir, et comment gérer ça. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce que les enfants grisonnants n'osent pas dire, ce que leurs vieux parents font semblant de ne pas entendre. Et Christiane Collange, du coup je l'ai pris et je suis en train de le lire, et j'avance bien. Alors ça se lit bien. Il a été écrit en 89, donc elle est décédée, cette dame, hein. Elle est décédée à plus de 90 ans, voilà. Elle était née en 1930, je crois. Donc là, en 89, quand elle a écrit ça, elle avait 59 ans. Elle était grand-mère et elle parlait de ses parents qui étaient décédés, donc sa mère depuis pas si longtemps que ça. Et puis des dernières années, un petit peu de la complexité de voir alors je vais dire nos parents, mais pas que, hein, oncles, tantes, qui vieillissent. Et comment gérer ça? Comment gérer ça? Parce que y a des traits de caractère qui s'affirment en vieillissant. Alors pas que chez eux, chez nous aussi. Alors, on est soi-même super adulte. On a des enfants adolescents. Moi, mon fils, il a 17 ans. Voilà. Et puis, on a des parents, des oncles, tantes, qui, eux, par contre, vieillissent. Il y a la maladie, il y a la fracture numérique. Donc là, elle en parle moins, hein, parce qu'elle n'était pas encore confrontée à ça. Hein. Mais il y a ces éléments-là. Il y a l'éloignement. Il y a le fait qu'on sent la fragilité en eux et qu'on veut aussi les aider. Et puis, toutes ces petites choses qu'elle évoque, qui sont ils ont envie d'être aidés. Et en même temps, c'est compliqué d'avoir besoin. Donc, quelque part, c'est tout un équilibre à trouver entre comment faire pour les aider, sans qu'ils s'en rendent compte. Et sans non plus se sentir idiot. Voilà. Comment parfois avaler certaines couleuvres et ce que ça nous fait à nous de voir notre avenir quelque part. Parce que quand on passe le cap où on voit nos parents franchement commencer à diminuer, voilà. J'en ai pas parlé sur YouTube, mais une des raisons aussi pour laquelle j'ai très peu tourné, c'est que j'ai perdu mon père l'année dernière. Il est décédé malheureusement d'un cancer en quelques mois, qui a été voilà. Donc c'est d'où ce silence qui a duré très longtemps. Et donc, devenir soi-même le bout l'aîné, quelque part, faire partie de la génération des aînés, se remémorer qu'on n'est pas éternel sur Terre. Bon, en l'occurrence, il est mort relativement jeune, mais bon, 75 ans, c'est aussi, c'est pas rare non plus. Et là, maintenant, je suis confrontée aussi à la solitude, de ma mère, au fait que j'ai retrouvé des membres de ma famille qui eux aussi ont vieilli et dont je me rends compte, il y a besoin qu'on prenne du temps aussi pour eux. Ils ne sont plus quelque part dans mes souvenirs, ils étaient restés jeunes trentenaires, quadragénaires, et là maintenant, c'est le troisième âge, quoi. Même les plus jeunes d'entre eux, et ils subissent la fracture numérique, ils se sentent désemparés. Ça, je pense, bon là, elle l'avait pas dans le périmètre, mais c'est compliqué pour eux. Hein. C'est compliqué de se mettre sur Internet, d'aller faire des recherches. Ils sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Ils sont facilement perdus, donc il y a besoin d'eux. Et sans qu'ils ne s'en rendent trop compte. Voilà. Donc ça demande beaucoup de patience, d'amour et d'empathie. Et elle l'évoque.
Elle l'évoque, cette dame. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une lecture intelligente. Après, bon, c'est vrai que c'est... À n'en point douter, une femme brillante. Et c'est bien, je me sens comprise. Elle l'a écrit en 90, donc 35 ans après son écriture. 89. Je me sens comprise par... a posteriori ou par anticipation. Voilà. J'espère que cette page de lecture vous a plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi. On en fera peut-être un petit peu plus. Si vous en aviez rien à faire, bah j'espère que pour vous, vous avez zappé là. Zappé les 20 minutes où j'en parle. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tricoteuses, laineuses et peut-être lectrices. Au revoir.